Ordinaire du Parlement, ce qui confère par ce fait même la solennité à l'ouverture de la présente session à laquelle vous avez bien voulu assister. C'est ce devoir républicain qui nous réunit ce jour. L'ouverture ce jour de la session ordinaire du Sénat intervient quelques jours après la clôture de la session extraordinaire qui a été du reste marquée par l'assiduité exemplaire des collègues sénateurs. Il va sans dire que les vacances parlementaires ont été perturbées et n'ont pu être suffisamment mises à profit par les honorables sénateurs. Au-delà de toutes ces contraintes liées aux exigences des textes qui nous régissent, et après un moment de répit très court, j'aimerais m'acquitter, comme de coutume en pareille circonstance, du devoir de souhaiter aux collègues sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Mon vœu et ma prière sont que tout au long de cette session de mars, que nous soyons tous en bonne santé et en pleine forme pour accomplir notre devoir. Je formule les mêmes vœux pour toutes les grandes personnalités ici présentes. Honorables sénateurs, chers collègues, suite à l'appel lancé par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de s'engager résolument à instaurer la bonne gouvernance dans toutes les sphères étatiques et institutionnelles, marquées essentiellement par la rupture avec la mauvaise gestion du passé et la lutte contre les antivaleurs. Par ce fait même, le chef de l'État offre à toutes les tendances politiques, sans distinction, l'occasion de se réconcilier avec le peuple en se mettant désormais à son seul service sous la bannière de l'Union sacrée de la Nation. S'agissant de l'Union sacrée de la Nation, il s'agit d'une vision républicaine pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas un parti politique, ni un regroupement politique. Honorables sénateurs et chers collègues, c'est au cours de la récente session extraordinaire qu'il a plu aux honorables sénateurs d'élire démocratiquement 6 nouveaux membres du bureau définitif que j'ai l'honneur de piloter. Je me dois sincèrement de vous remercier pour la confiance ainsi placée à ma modeste personne pour conduire le nouveau bureau définitif. Les autres également de vous remercier de tout cœur. Une mention particulière aux honorables sénateurs pour avoir porté leur dévolu sur 3 collègues femmes au bureau, ce qui nous amène à dire avec certitude qu'il s'agit d'un bureau genré. Honorables sénateurs, chers collègues, revenons à la circonstance qui nous rassemble en ce 15 mars. Mon propos y afférent sera axé successivement sur la situation du pays dans toutes ses réalités et dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, sociales, internationales, ainsi de suite. Je terminerai mon discours par le programme d'action que votre bureau attend mettre en œuvre au cours de ce mandat que vous venez de nous confier. Honorables sénateurs, chers collègues, l'Union sacrée de la Nation a suscité et suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de nos populations.
Il est en fait un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Il est aussi une opportunité de poser le jalon décisif du décollage du pays pour envisager la véritable croissance économique avec un bon indice de développement humain, le tout avec optimisme dans la paix et la sécurité. Ce nouvel élan politique devra, et j'en demeure convaincu, permettre au président de la République, chef de l'État, de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. En effet, la nécessité de réalisation du programme du président de la République oblige les sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes du peuple, de rappeler à Monsieur le Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Honorables sénateurs et chers collègues, l'on se souviendra que le président de la République, chef de l'État, a annoncé un grand nombre de réformes institutionnelles nécessaires pour la promotion du développement de notre pays. Cette annonce doit stimuler l'initiative des lois revenant concurremment au gouvernement et au Parlement. J'exhorte donc les membres de ces deux institutions à se pencher sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter l'exécutif de l'arsenal juridique nécessaire dont il a besoin pour assurer la bonne gouvernance et atteindre les objectifs de développement. Ces réformes touchent au processus électoral et à sa transparence, la gouvernance des provinces, la nationalité, le climat des affaires, la sécurité judiciaire et la promotion des investissements dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'industrie, les mines et hydrocarbures, l'énergie, les infrastructures, l'environnement, la culture, le tourisme, les télécommunications, ainsi de suite. En sus de cet aspect relatif aux réformes, le gouvernement devra mettre en œuvre, toutes affaires cessantes, une politique urgente susceptible de répondre et de soulager tant soit peu la souffrance de nos populations en améliorant le social. La conférence des présidents du Sénat, quant à elle, se penchera utilement sur les arriérés législatifs en vue de dégager d'ores et déjà les matières prioritaires urgentes susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Honorables sénateurs et chers collègues, il n'est un secret pour personne en ce qui concerne l'insécurité, qui depuis près de 3 décennies sévit à l'est du pays avec tout son contingent de malheurs touchant à la vie humaine, au déplacement des personnes et au tissu économique et social. Le gouvernement qui arrive devra faire de cette question la priorité des priorités, sans oublier les autres coins de la République qui par moments connaissent des remous. Cette insécurité, toujours qui a causé des millions de morts de nos compatriotes, continue à faire des victimes. Et parmi les dernières victimes, nous regrettons l'assassinat ignoble de M. Luca Attanasio, ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo, et de toute son équipe, dont notre compatriote Moussa qui le conduisait lors de sa mission avec le programme alimentaire mondial au Nord Kivu en date du 22 février 2021. J'invite l'assistance à garder une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes de la barbarie humaine, mais également en mémoire de nos collègues sénateurs qui nous ont quittés, en l'occurrence les sénateurs Pierre Lumbi au Congo, Célestin Kabuya Lumuna Sando,
et Jean-Pierre Lola Kisanga. Je vous en prie. Merci, président reposant. Aussi, de l'insécurité dans toutes les zones de conflit en vue de son éradication. C'est donc à juste titre que le Sénat salue la position du président de la République dans son appel adressé à l'ensemble du monde entier à se liguer contre toute forme de terrorisme qui écume l'Est du pays. Son plaidoyer développé en faveur de l'éradication de ce phénomène, qu'il a qualifié de guerre asymétrique, mérite l'attention de tous. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan économique, à l'instar de toutes les économies au niveau mondial, l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Elle est secouée par les effets de la pandémie de la Covid-19, alors qu'elle était déjà fragile avant même la survenance de cette dernière. Le choc économique se manifeste douloureusement par le ralentissement de la production et de la croissance, avec leur corollaire, la récession dont les conséquences sont directes sur les revenus et le pouvoir d'achat des ménages, l'emploi, la soutenabilité financière des petites et moyennes entreprises, ainsi que de petites unités de production, d'autant plus que le pays importe chaque année plus ou moins 85% des produits de consommation. Ce tassement de l'économie congolaise, aggravé par cette crise, a eu des effets néfastes sur la croissance, le taux d'inflation, le taux de change et même le budget général de l'État et des ménages. En effet, l'économie de notre pays, qui dépend spécialement des exportations de matières premières, a connu un fléchissement de la demande extérieure et une baisse drastique des prix du pétrole et des métaux, causant ainsi des perturbations internes inqualifiables. Cependant, l'espoir est encore permis au regard de la reprise progressive de l'activité économique mondiale et du lancement de la production de la mine de Kamo à Kakula, qui devrait permettre un rebond de la croissance économique à 4,5% en 2022. À court terme, comme l'avait souligné le gouvernement au cours de l'année dernière, notre pays, la République démocratique du Congo, comptait sur le secteur privé pour des aides ponctuelles en espèces ou en nature, ainsi que sur des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des prêts concessionnels, appuis budgétaires et des appuis à la balance des paiements. Cette politique de dépendance devra céder la place à un véritable plan d'investissement et de production grâce au partenariat public-privé à soutenir par la loi sur la garantie souveraine de l'État. Par ailleurs, les effets de la pandémie dans notre pays ont également influencé la hausse de l'inflation due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, ainsi qu'au problème d'approvisionnement de certains produits de première nécessité. Le taux d'inflation en 2020 a atteint 11,77% et 14,22% en cumul annuel et en glissement annuel contre respectivement 2,35% et 4,17% à la période correspondante de l'année 2019. Cette expérience malheureuse démontre à suffisance qu'il est nécessaire pour notre pays de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance aux importations des produits de première nécessité et des intrants industriels et pharmaceutiques pour valoriser la production intérieure et les ressources naturelles.
Cela permettra à la RDC de répondre au rendez-vous du donner et du recevoir au sein de la zone de libre-échange africaine et dans d'autres communautés économiques régionales. Paraphrasant le président de la République, je recommande au gouvernement de se tourner résolument vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation, car, a-t-il dit, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. L'agriculture est, comme vous le savez, un secteur productif, générateur d'emplois directs et indirects, ainsi que des revenus. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi de m'appesantir sur le vécu quotidien de notre population, car personne n'ignore que le social de nos concitoyens s'est drastiquement détérioré ces dernières années suite aux tergiversations politiques et aux crises économiques et sanitaires que connaît le pays. Nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne cessent de se demander comment autant de milliards de nos francs congolais et de dollars et d'euros sont décaissés régulièrement du trésor public et détournés de leur objectif initial sans que les auteurs ne soient inquiétés. C'est pourquoi le Sénat encourage l'initiative du président de la République au travers de l'inspection générale des finances pour assainir les finances publiques et lutter contre le détournement des deniers publics. La notion de redevabilité doit être incorporée dans nos comportements. Toujours dans le social, je salue la décision du gouvernement pour la reprise des activités scolaires et académiques qui a permis à coup sûr d'éviter une année blanche aux élèves et étudiants. Toutefois, la peur de la contagion de la pandémie de Covid-19 continue de préoccuper les parents au plus haut point. C'est pourquoi je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le respect des gestes barrières en vue de protéger nos enfants en milieu éducatif. Pour venir à bout de la Covid-19, j'exhorte le gouvernement à intensifier les recherches pour identifier le meilleur vaccin contre cette pandémie. Dans ce même registre du social, quant à la prise en charge et l'encadrement de la jeunesse, j'ai accueilli avec satisfaction la signature en date du 21 février 2021 à Kinshasa du mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le championnat du football scolaire. Avec ce partenariat, la République démocratique du Congo est désignée comme pays pilote du projet du tournoi interscolaire dans l'objectif de se servir de l'activité du football pour l'éducation et pour inculquer aux écoliers les vertus du sport, notamment le fair play. Le Sénat soutient totalement cet accord et en appelle aux uns et aux autres de s'impliquer non seulement pour l'encadrement, mais aussi pour l'éclosion des talents de nos jeunes. Dans un autre registre, j'attire l'attention du gouvernement en ce qui concerne l'insalubrité qui a élu domicile dans notre environnement par accumulation des immondices qui polluent nos milieux de vie et nos cours d'eau, particulièrement en sachets et en bouteilles plastiques. Que les autorités compétentes s'engagent avec plus d'ardeur à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau en proposant des solutions alternatives, à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau, et j'en appelle également aux autorités compétentes de réglementer l'exercice de l'activité taxi-moto, car ces compatriotes appelés communément Wewa contribuent efficacement à la résolution du problème des transports. Par ailleurs, le gouvernement devra se pencher sur des mécanismes devant permettre la construction en qualité et en quantité
des infrastructures scolaires et de songer à l'amélioration de la prise en charge globale des enseignants à travers toute la République. La prise de la présidence de l'Union africaine par le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce titre, pour rappel, il devient donc le deuxième président de notre pays après le maréchal. Je suis convaincu que cette adhésion de la République démocratique du Congo plus au bien-être du peuple congolais. Il faut noter par ailleurs la détermination du président de la République à améliorer la diplomatie de la RDC qui est devenue fréquentable suite à cette volonté, un véritable rayonnement diplomatique. Honorables sénateurs, chers collègues, à présent, permettez-moi de vous entretenir sur ce que sera mon mandat au cours de ces 3 dernières années. En effet, comme j'ai eu à le dire lors de mon discours de campagne, et je tiens aujourd'hui à le réaffirmer après que vous m'ayez honoré en m'élevant au rang de président de la Chambre haute, que mon mandat s'articulera en ce qui concerne essentiellement le Sénat sur les points ci-après, notamment la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat, la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif, le respect des dispositions qui exigent du président un rapport à la plénière, la production qualitative et quantitative des lois, l'instauration des mécanismes de collaboration législative, le contrôle efficace et efficient du gouvernement, le contrôle systématique des établissements publics et des entreprises publiques, la défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat est l'émanation, le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, ainsi que de toute personne relevant du Sénat, la démocratie parlementaire, l'expression libre des sénateurs, la bonne diplomatie parlementaire. Puisque je parle de mon programme, il souffrait que je mette un accent particulier sur les relations que je compte instituer entre le Sénat et les provinces. Avec le concours de tous les sénateurs, je voudrais m'appuyer notamment sur la commission permanente des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées, pour laquelle je ne ménagerai aucun moyen pour organiser un cadre de concertation entre le Sénat, les assemblées provinciales et les entités décentralisées. Dans cette lancée, avec le soutien des partenaires, je vais envisager avec mon bureau des programmes de formation commune entre sénateurs, députés provinciaux et présidents des assemblées provinciales en vue de cerner le contour de la collaboration entre le Sénat et les provinces dans le but de promouvoir le développement des provinces qui demeure un des plus grands défis à relever. Ceci étant, comme le règlement intérieur organise les groupes provinciaux au sein du Sénat, chacun d'eux devra redynamiser ses activités consistant à évoquer et à traiter des questions particulières en rapport avec les intérêts de leur province. Les groupes provinciaux seront mis à profit pour assurer le rapprochement entre le Sénat et les assemblées provinciales par des missions qui seront organisées à ce sujet. Il en sera de même des commissions permanentes de ces deux institutions pour des questions d'ordre technique. Qui plus est, je vais suivre l'opérationnalisation de la caisse de péréquation en vue de donner des moyens aux provinces qui n'ont pas les mêmes moyens économiques et pallier à l'insuffisance des infrastructures de base déficitaires pour la plupart d'entre les provinces. Honorables sénateurs, chers collègues, le Sénat, dans les jours qui viennent, dans le cadre des réformes institutionnelles, se penchera sur la réforme électorale.
dont les propositions ont déjà été évoquées lors des consultations des forces vives de la nation par le chef de l'État. Je m'en voudrais, et ce, au nom de la transparence, conformément à notre règlement intérieur, de ne pas informer la plénière que votre bureau vient d'hériter d'une situation financière très difficile, pour ne pas dire catastrophique, sur tous les plans. Situation du personnel administratif, prise en charge médicale des sénateurs étant. Ceci a conduit votre bureau d'action palliative face à l'urgence que revêtent les soins médicaux quant à la prise en charge médicale des sénateurs, du personnel de l'administration, des membres du cabinet du bureau et les personnes à leur charge, à négocier rapidement avec de nouvelles formations médicales, étant donné que les hôpitaux qui prenaient toutes ces catégories précitées en charge ont cessé de le faire suite à l'impaiement des factures et au poids de la dette. À cause de cette situation, les portes des hôpitaux publics et privés sont fermées aux sénateurs, aux administratifs ainsi qu'à leurs familles. À ce sujet, et dans les jours qui suivent, l'honorable questeur vous présentera un état des lieux complet sur la situation financière héritée. À part le président, aucun membre du bureau n'a trouvé un véhicule de fonction. C'est la même situation dans l'administration du Sénat. En dépit de cette situation, votre bureau est déjà à pied d'œuvre pour trouver des pistes de solutions appropriées aux différents problèmes. Honorables sénateurs et chers collègues, le temps passe vite. Nous voici aujourd'hui au 2e anniversaire depuis notre élection par les assemblées provinciales le 15 mars 2019. Nous devons maintenant capitaliser les 3 années qui nous restent sur notre mandat afin de rattraper les retards accumulés suite à des calculs politiciens. Pour clore ma communication de ce jour, je lance un vibrant appel aux filles et aux fils du pays à s'approprier le changement positif et radical prôné par le chef de l'État dans le cadre de l'union sacrée de la nation en vue de répondre urgemment aux attentes de notre peuple. Il est plus que temps de prendre nos responsabilités ensemble dans l'unité en vue de briser le paradoxe d'un pays qui regorge d'énormes ressources naturelles et humaines, mais dont le peuple est compté parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher des voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de la vie. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021 et je vous remercie. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.